Bonjour, monsieur Lecomte. Bonjour, monsieur Lecomte. Vous avez rendez-vous avec les programmes dans 5 minutes. Ça a donné quoi, les audiences? J'aurais besoin de vous parler. Demandez pas les choses, obtenez-les. Ouais, les deux réponses. Non, c'est vrai que je connais bien. J'ai écrit le film avec Valentine Arnaud, qui elle aussi travaille beaucoup à la télévision. Et on connaît bien ce milieu-là. En fait, à un moment, on s'est posé la question. On voulait pas que ça parasite l'histoire. Donc on a envisagé même de ne pas raconter une histoire qui se passerait dans le monde de la télévision. Mais au final, ce qu'on aimait bien, ce que j'aime bien là-dedans, c'est que c'est à la fois... Bon, on connaît les profils, on connaît les gens. Je pense pas que ce soit très très différent d'autres grosses entreprises dans lesquelles effectivement la violence ou le harcèlement sont un peu monnaie courante. En tout cas chez certaines personnes, pas chez tout le monde évidemment. Et il y a un truc à la télévision que moi j'aime bien, c'est que c'est très spectaculaire. C'est-à-dire que les gens qui sont très importants sont sous les feux. C'est peut-être pour ça qu'il y a des égos surdimensionnés, c'est que les carrières peuvent être très très fulgurantes dans un sens ou dans l'autre. On peut se retrouver du jour au lendemain un peu, surtout du côté des gens qui sont devant les caméras. Il y a quelque chose de très très violent dans le rapport qu'on a, qu'ils peuvent avoir avec leur carrière et la médiatisation de leur carrière. Voilà. Donc en plus, bon, c'est très visuel, en plus un univers de chaîne de télé, il y a énormément de choses qui me semblent intéressantes à filmer, qui ne sont pas forcément très souvent filmées, donc c'était aussi intéressant de filmer cet endroit-là. Mais quand vous avez parlé du monde de la finance, on s'était dit un peu ça, surtout au début du film, on ne sait pas trop dans quel univers végète Antoine Lecomte, et ça pourrait tout à fait être dans une entreprise effectivement du CAC 40. Enfin voilà, il y avait l'idée que lui, ce qui l'intéressait, c'était le business. On sent bien que c'est le business qui l'intéresse, pas tellement ce qu'il fait. Et en l'occurrence, là, c'est des programmes, ça pourrait être autre chose, ça serait pareil. Simplement, voilà, il y avait l'idée de montrer un patron, un homme de pouvoir qui fait régner un peu la peur autour de lui et profite de son pouvoir pour imposer ses désirs, quoi. C'est pas un roman, ça? Plus personne s'intéresse à toi, alors tu déverses toute ta haine sur moi? Est-ce que tu crois que t'as le profil d'un héros? C'est minable ce que tu fais. Quand les gens sont poussés à bout, t'es vraiment une pourriture! Faut pas s'étonner qu'ils pètent les plombs. Ouais, bien sûr. Surtout, c'était le cas déjà sur Les Revenants, mais sur Simon Bernard a disparu, évidemment. Mais je veux dire, même en télévision, j'y fais attention. Mais en cinéma, c'est indispensable. Et vraiment... Le travail sur le son là, a été déterminant pour parler de cette cohérence dont on parlait de ce... Quand tout à l'heure vous me demandiez comment est-ce qu'on guide le spectateur et comment on essaie de jamais perdre le spectateur, le travail sur le son était indispensable. Il y a vraiment le monteur son avec qui je travaille depuis Simon Werner disparu est toujours le même, et on fait beaucoup de recherches, et la plupart des sons qui sont censés être réalistes, qu'on entend dans le film, ne sont pas du tout réalistes, ou en tout cas certains sont complètement sont des sons trafiqués pour pouvoir donner l'impression à l'oreille qu'il se passe quelque chose de normal, mais en fait non, c'est absolument pas normal. Le métro ne devrait jamais faire ce son-là, et c'est bizarre qu'en plus il y ait un son de métro alors qu'on ne voit pas de métro. Enfin, on peut faire mille choses avec le son, et on peut notamment créer de manière extrêmement subtile et pour aller pour que les effets soient ressentis et pas visibles, en fait. Parce que l'image, c'est frontal, c'est immédiat. Le son, c'est plus subtil, ça entre plus discrètement dans le cerveau. Et c'est tout aussi fort et parlant, quoi. Enfin, il y a vraiment moi, j'ai un grand plaisir, et même à l'écriture, il y a des indications sur le son, sur la musique, évidemment, mais sur le son, pour qu'on sente que le décalage dont on parlait tout à l'heure par rapport à la réalité, il peut venir de la lumière, il peut venir du son surtout. Donc en tout cas, moi c'est mon grand plaisir de réalisateur de travailler énormément sur le son, je travaillais avec le mixeur de Lucas Belvaux qui s'appelle Luc Thomas, et avec lequel on avait l'impression d'avoir une partition, et puis on essayait de gérer ces effets-là sur la durée du film. Pourquoi vous voulez escalader la grille du domicile de Solange Roscoe? Parce que c'est chez moi. Vous êtes qui? Et vous? Non, chez vous, c'est 73 boulevard Pasteur. Personne ne vous a tiré dessus. Et ça, c'est quoi? Je peux vous aider? Antoine. Qu'est-ce que tu fais dans mon bureau? Boris!
Eh ben, déjà, c'est réjouissant d'entendre ça parce que l'idée c'était de perdre le spectateur, mais pas complètement. C'était toujours de le retenir. Et, 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 et en fait, ça se fait à tous les niveaux. C'est-à-dire que ça se fait évidemment à l'écriture où on n'essaie jamais d'aller trop loin dans quelque chose qui nous paraîtrait trop déconnecté soit de la réalité, soit du parcours, ou pas juste quoi. En fait, on cherche à être juste et on cherche à être juste au moment de l'écriture mais c'est intéressant ce que vous dites parce que c'est vrai que en voyant le film, parce que c'est un travail qu'on a fait au moment du tournage, qu'on a fait même encore au montage, souvent je me rends compte que j'essaie de me mettre à la place du spectateur et je me disais oh là là là, je crois plus à ce qui se passe, et puis d'un seul coup il y a quelque chose qui doit nous rattraper, et en général il y avait quelque chose qui nous rattrapait. Si c'était pas le cas, il fallait changer soit le montage, soit revoir l'histoire, mais c'est quelque chose d'extrêmement intéressant et excitant à faire et assez périlleux parce qu'on se rend compte que on est sur la corde, une sorte de corde raide sur un fil où on peut basculer et perdre le spectateur moi-même je peux avoir de temps en temps cette attitude-là dans un film où je sors du film quoi, alors après on y rentre, on n'y rentre pas, mais nous il y avait vraiment la volonté que le spectateur soit toujours aux aguets, toujours en éveil, toujours à se demander comme Antoine Leconte où est la réalité et si ce qui se passe est un rêve, est un cauchemar, où est la réalité? Il fallait toujours qu'il y ait ce petit doute-là. Mais c'était un travail passionnant et vraiment à chaque étape, quoi. Pourquoi est-ce que tout a changé? T'as l'impression d'être devenu fou. Que tout le monde te ment. Tu crois que c'est possible? Il faut me laisser tranquille maintenant, allez rentrez chez vous. Solange, arrête, putain, merde. Parfois, on imagine des acteurs et puis finalement, on part sur d'autres. Donc, il y a, en l'occurrence sur KO, il n'y a aucun des personnages, des acteurs auxquels on pensait qui se sont vraiment retrouvés en fait, on pensait à je vais m'expliquer, on pensait à un mélange entre Bill Murray et Cary Grant pour jouer Antoine Leconte. Mais néanmoins, quand j'écrivais, j'avais soit Bill Murray, soit Cary Grant dans la tête. Donc voilà, on écrivait, on imaginait ça. Pour les autres personnages, au final, il y a vraiment beaucoup de choses qui se sont construites à partir du moment où on a trouvé, où Laurent Lafitte a accepté, parce que effectivement, il n'y a pas beaucoup de comédiens. Le comédien, à la base, le personnage d'Antoine Leconte était un peu plus âgé, il avait une cinquantaine d'années. Et puis quand on a réfléchi aux comédiens avec lesquels on pouvait monter un film de ce type, et parmi les comédiens que j'aimais beaucoup, Laurent Lafitte me paraissait parfaitement adaptable parce que déjà je trouve que c'est un acteur que j'aime énormément et qui compose à chaque fois des personnages très différents et qu'il est très à l'aise dans la comédie et dans le drame. Donc c'était exactement le personnage qu'on cherchait. Et à partir du moment où on a eu Laurent Lafitte, on a essayé de l'accompagner. Et donc le nom de Chiara Mastroianni est venu, etc. Mais c'est pas... j'avais pas en tête des comédiens les comédiens que j'avais en tête étaient soit morts, soit trop vieux, parce que Bill Murray maintenant il est trop vieux. Vous êtes un type mystérieux. Tu mérites pas ce qui m'arrive. Ne demande pas les choses, obtiens-les. On va connaître les gens et puis en fait, on se trompe tout le temps. J'aimerais vous dire la deuxième réponse évidemment, mais en fait j'en sais rien, il faudrait leur demander, mais non, ce qui était formidable, c'est que ils ont été très enthousiastes très vite sur ce projet. Je pense qu'il y avait quelque chose d'assez... l'aspect ludique dont on parlait tout à l'heure et l'idée d'imaginer différentes facettes d'un personnage, presque un personnage joué de deux manières différentes, c'était quelque chose qui les amusait beaucoup, les intéressait beaucoup. Et après, je pense que le fait qu'il y ait Laurent aussi, Laurent Lafitte a déclenché beaucoup de choses. Mais c'est sûr que quand on a trouvé Laurent et Lafitte et Chiara Mastroianni, il y avait quelque chose qui nous semblait fonctionner. Parce que le film déjà échappait un peu à un registre ou à un genre. Enfin, ils viennent tous les deux d'horizons très différents. Et c'était une belle alchimie, parce que c'était à la fois un beau couple et en même temps un couple qui ne permettait pas de cerner complètement le film. Et du coup, je trouve qu'on pouvait faire appel à des acteurs extrêmement
extrêmement différents, venant d'horizons différents, et j'ai pu aller vraiment chercher des acteurs que j'aimais beaucoup. Alors, il y en a certains que j'ai découverts que je connaissais pas, qui sont plutôt des acteurs qui jouent au théâtre, mais que ma directrice de casting m'a fait découvrir, comme Sylvain Duède ou Jean-François Cliché, qui sont formidables. Et après, Pio Marmaille, c'est pareil, c'est un peu comme Laurent, c'est un profil c'est quelqu'un qui est capable de jouer à la fois des rôles extrêmement grave dans des drames, et puis il a une folie en lui, il a quelque chose d'extrêmement burlesque aussi, de très drôle. Moi, il m'avait fait beaucoup rire dans le film de Pierre Salvadori, Dans la cour, où il était incroyable. J'avais en tête ça, je me suis dit, tiens, voilà, il est capable d'être deux choses différentes et ça va être formidable pour le rôle. Et Zita, Zita, je la voyais très très bien dans une des facettes du rôle, parce que dans Fatima, elle était extraordinaire. Et j'ai découvert qu'elle pouvait jouer carrément complètement autre chose et j'avais l'impression parfois d'avoir deux comédiennes, quoi. C'était assez étonnant. Parce que dans la même journée, parfois, elle jouait des... Enfin, il faudra expliquer, après, mais je pense que vous le ferez, que les personnages sont parfois presque des doubles. Mais en tout cas, dans la même journée, elle faisait effectivement la Dina d'une partie, la Dina d'une autre partie. J'avais l'impression que c'était deux actrices différentes. Mais donc, non, mais pour répondre à votre question plus précisément, je pense que le projet les a intéressés, ils étaient curieux de voir comment est-ce qu'on pouvait faire ça. Et puis, faut pas se leurrer aussi, c'est-à-dire que les Revenants, qui étaient quand même une tentative dans le genre ou dans le fantastique, pouvaient les rassurer s'ils disaient, voilà, dans quoi on s'embarque. Voilà. Donc je pense que les Revenants a joué pour mon crédit.